à Verny. Pour en savoir davantage, le 01 34 18 65 10. C'était l'agenda des villes sur la radio du bien-être 98 FM. On retrouve maintenant l'horoscope avec Angélique. Bonjour. Et de reconstruire sa vie, mais le succès vous a sincère. Belle relation de couple est en train de se construire dans les vertiges de l'amour. Vivez vos responsabilités sont importantes dans votre travail et vos collègues comptent sur vous. Vous êtes partagé entre la part du méthode et la construction solide d'un grand amour. Alors, c'est de Pour vous, vous faites une différence entre cluster et pôle de compétitivité ou pas? Moi oui. Vous oui? Ouais. Ah bon? Ok. Faudra nous expliquer. Oui, bah Xavier Roy va nous expliquer un petit peu. Enfin, tous les deux, vous allez nous expliquer? Non, mais juste moi, pourquoi j'insiste là-dessus, parce qu'en fait, le pôle de compétitivité, il y a vraiment un prisme très innovation R&D, et en fait, tout passe par ce prisme-là. Merci beaucoup Angélique, et vos horoscopes sont visibles sur votre site internet angélique.fr. Suite et fin de la matinale, il est 9h sur IDFM Radio Anguin. Et avant de retrouver le bar de l'économie présenté par Florence Sueur, un nouveau point sur l'actualité vadoisienne avec à Roissy en France. La gestion du futur golf a été confiée aux sociétés PGA France et U-Golf, filiale du groupe Duval. Ce projet a été lancé par la commune de Roissy en France et est mené conjointement avec la communauté de l'agglomération Roissy, pays de France. Le partenariat entre PGA France et U-Golf porte notamment sur l'organisation d'un tournoi professionnel annuel. Il permettra aux jeunes joueurs du circuit professionnel français de côtoyer des champions de renommée internationale. L'ouverture du golf est prévue pour septembre 2019 pour les 9 premiers trous et la totalité du parcours 18 trous ouvrira au second semestre 2020. À Éragny-sur-Oise, le gymnase de la KV doit être rénové et agrandi. Tous les détails du chantier vont être présentés aujourd'hui à 19h30 à la salle des Calandres. Un nouveau gymnase répondant aux normes actuelles et équipé de gradins sera construit. Le nouveau bâtiment sera adossé à l'ancien. Ce dernier fera l'objet d'une modernisation. La salle de sport existante accueillera la gymnastique et permettra même l'accueil de compétitions. Une salle des fêtes sera par ailleurs créée à côté du parking. Nous partons à Cergy cette fois-ci pour la boutique des créateurs. Elle accueille toutes les 2 semaines de nouveaux artisans du Val-d'Oise pour leur offrir une visibilité auprès du grand public. Situé au premier étage du centre commercial de Fontaine à Cergy, le lieu a des airs de galerie d'art, des fauteuils personnalisés avec des maillots de foot, des lampes conçues avec des pièces de moniteurs de voitures, de moteurs de voitures, des tableaux faits de plumes ou encore des bijoux en perles. Un projet proposé en collaboration avec la Chambre des métiers d'art du Val-d'Oise qui avait déjà fait ses preuves en 2017. Rendez-vous jusqu'au 1er juin de 10h à 19h pour découvrir cette boutique des créateurs rue de la Croix des Maheux à Cergy. Et puis refermons ce flash valdoisien avec la commune de Vauréal. Il n'est pas encore sorti de terre mais a déjà décroché un prix. Le projet des villages de Marianne figurait parmi les nombreux nommés de la 11e édition de Silver Night, durant laquelle sont remis des trophées Silver Eco sous le patronage de la ministre des Solidarités, de la Santé Agnès Buzyn et du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire. Cette soirée réunit tous les acteurs de l'économie, des seniors. La société des maisons de Marianne créée par Eric Vialatel a obtenu le prix de la meilleure initiative intergénérationnelle et le tout premier village de Marianne doit voir le jour à Vauréal. Le chantier devrait démarrer dès cette année sur un terrain de 3 hectares situé entre le parc des sports, les sablons et le golf. C'était votre flash valdoisien sur IDFM Radio Anguin. Nous retrouverons à 12h10 d'autres actualités proches de chez vous. En attendant, je vous souhaite une agréable journée et je cède ma place à Florence Sueur pour l'émission Le Bar de l'économie. Très bonne émission Florence. Avec tout
c'est là, ouais. Genre, il suffit que tu ne retrouves pas la musique. Quelle musique? Là, par exemple, le jingle. Oui, mais c'est facile à trouver. Sinon, j'aurais repris une fois avec Florence. Ouais. Alors, on peut voir. Bonne émission, bonjour. Bonjour, merci. Voici Christophe qui fait la matinale de 7h à 9h. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour 90 minutes d'information au bar de l'économie que vous pouvez maintenant suivre sur la nouvelle page Facebook que nous avons créée, la page bar de l'économie, alors qu'avant nous étions sur la page IDFM, nous sommes toujours bien sûr sur IDFM, mais nous avons créé cette nouvelle page sur Facebook, c'est le live via Facebook et bien sûr toujours en FM et en web radio sur idfm98.fr. Alors ensemble aujourd'hui, eh bien il y a toujours Philippe à la technique, beaucoup d'invités ce matin. Nous allons parler d'égalité des chances et de RSE, de la responsabilité sociétale des entreprises et de labels qui ont été créés pour cela. Avec mes invités du jour, j'accueille tout de suite Chantal Dardelais, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Centre Égalité des chances de l'ESSEC et animatrice du groupe Ouverture sociale à la conférence des grandes écoles. Donc avec vous, on verra comment on peut permettre à chaque jeune de trouver sa voie et d'aller plus loin finalement, de pousser son potentiel au maximum et bien sûr plein d'autres questions. À vos côtés, Xavier Roy. Bonjour Xavier. Bonjour Florence, bonjour à vos auditeurs. Vous êtes le directeur général de France Cluster. Vous étiez venu nous voir d'ailleurs l'année dernière. Alors aujourd'hui avec vous, on va aborder le thème de la responsabilité sociétale des entreprises, car vous avez fait un panorama des démarches et de la préoccupation grandissante des entreprises suite à tous les impacts sociétaux et environnementaux. On va en parler ensemble. Et à vos côtés, vous accompagne André Jeannereau. Bonjour. Bonjour Florence, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le président de France IT, association de dimension nationale, qui fédère 14 clusters numériques français, ce qui impacte presque 2500 entreprises dans la filière du numérique. Et donc, vous êtes à l'origine du label Entreprise numérique. Donc, vous allez nous expliquer ce qu'est ce label Entreprise numérique responsable et le label Cloud aussi. Vous nous présenterez bien sûr ce cluster. Et puis enfin, à nos côtés, Christophe Seyer, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Vous êtes le directeur de l'Eurocima. Alors vous êtes un cluster dans le domaine du sport, notamment de tous les sports de glisse. Et vous avez vous aussi créé un label environnemental, donc qui s'appelle EcoRide. Je suppose que c'est comme ça qu'on le prononce. Et donc on en parlera ensemble. Mais tout de suite, comme d'habitude, avant de vous passer la parole, ce sont quelques infos, les infos du jour. Eh bien, coup de tonnerre aujourd'hui, 218 élus de tous bords politiques ont pris une initiative inédite contre la privation d'Aéroports de Paris. L'opposition a enclenché un référendum d'initiative partagée, un RIP, pour tenter d'empêcher le gouvernement de vendre ADP. Ce projet de consultation des Français vise à rendre ADP insusceptible de privatisation, je cite, a annoncé le porte-parole des députés PS, Boris Vallaud. Le projet de la loi Pacte, qui doit être voté le 12 avril, prévoit de supprimer l'obligation pour l'État de détenir la majorité du capital d'ADP, actuellement 50,63%. Depuis la première lecture en octobre, cette privatisation est devenue, après son rejet au Sénat, la principale pomme de discorde entre les différents élus des parlements, certains pointant un cadeau à Vinci, ce qui ne cache pas bien sûr son intérêt. La proposition des élus d'opposition prévoit dans son article unique que l'aménagement, l'exploitation et le développement des aérodromes de Paris, Roissy, Orly et Le Bourget revêt les caractères d'un service public national. Cette proposition devra être validée par le Conseil constitutionnel, puis signée par 10% du corps électoral, soit 4,5 millions de citoyens pour déclencher le référendum. La privatisation d'ADP, rappelant pour le PS l'erreur de la privatisation des autoroutes, a été l'acte de trop, a martelé Valérie Rabault du PS dans l'hémicycle après la déclaration du Premier ministre sur le grand débat. Ils espèrent donc faire pression sur le gouvernement afin qu'il puisse y avoir promulgation de la loi Pacte, mais pas de lancement de la privatisation d'ADP, à l'image d'ailleurs du CPE, souvenez-vous, le contrat de première embauche en 2006, promulgué mais jamais appliqué. En attendant, du coup, ADP a accusé le coup et a perdu 2,05%
à la clôture de la Bourse de Paris hier. Deuxième info du jour, c'est les banques qui sont toujours en pleine transformation. Je vous en ai parlé récemment. Aujourd'hui, c'est la Société Générale qui confirme la suppression de 750 postes en France et de 850 dans le monde, au siège des activités de banque de détail et à l'international dans le cadre d'un plan de départ volontaire. La Société Générale emploie 148 000 personnes dans le monde, dont 20 000 dans la banque de financement et d'investissement. La banque souhaite regagner en rentabilité, notamment sur les activités de marché. Elle envisage par exemple de fermer sa filiale de trading pour son compte propre et puis bien sûr elle restera sur les activités de banque de détail. La banque avait déjà engagé en 2015 un vaste plan de transformation de sa banque en France destiné à préserver toujours sa rentabilité, répondant à l'évolution du numérique du secteur et les usages de la clientèle. C'était d'ailleurs la première à proposer un logiciel de suivi de ses comptes bancaires chez soi. Voilà, comme les autres banques européennes, eh bien, Société Générale est confrontée à une baisse de sa rentabilité, en raison d'ailleurs des taux bas qui durent, puisque quand on veut emprunter, eh bien, les taux sont presque proches de zéro. Dernière info du jour, c'est un nouveau point nickel disponible dans le Val d'Oise. Souvenez-vous, la start-up Nickel était venue nous voir il y a quelques semaines. Eh bien, un compte nickel peut être ouvert maintenant à Enghien-les-Bains. C'est le buraliste, c'est chez Michel. Le tabac se nomme la Tabatière, 58 rue du Général de Gaulle à Enghien. Vous pourrez maintenant ouvrir ce compte. Alors ça prend donc 5 minutes. Il faut amener bien sûr vos papiers d'identité et puis un justificatif de domicile. Mais en 5 minutes, vous aurez et puis il faut aussi que vous ayez votre téléphone mobile et avec ça vous obtenez un relevé d'identité bancaire, un RIB, donc une carte de paiement utilisable, la Mastercard. Donc je rappelle, le nouveau point c'est la Tabatière, 58 rue du Général de Gaulle. Il y a déjà 1 200 000 comptes ouverts en France, donc ça vous permet de pouvoir déposer de l'argent, même si vous êtes interdit bancaire, vous avez le droit d'ouvrir un compte nickel. La seule chose, c'est que vous ne pouvez pas consommer plus que ce qu'il y a sur votre compte, ni prendre de crédit. Vous pouvez bien sûr verser vos revenus dessus et vous pouvez recevoir et émettre des virements. Voilà ce qu'on peut faire avec un compte nickel. On a fini pour les infos du jour, donc je vous propose une première pause musicale et on revient dans quelques minutes avec nos invités du jour. Et comment t'as fait pour le lancer, le jingle? En fait, quand t'appuies sur on, ça te lance automatiquement. Ok. Philippe, vous voulez m'inscrire les pauses? Non, Nakamura. Aya Nakamura. Ouais, c'est ça. Nakamura. Bon. Enfin, nous, on ne passe que des extraits. Hein. On va mettre le casque? Non, le casque, c'est quand on a des interviews téléphoniques. Parce qu'on ne peut pas... Si vous préférez vous entendre, bah, vous allez vous entendre bien parler. Je trouver ça un peu perturbant de s'entendre. Si vous entendez votre ton de voix, etc., mettez le casque. On se préfère pas m'entendre. Merci Philippe. Au final, ça va. Et comment t'as lancé ton jingle? Pareil? Pareil, là-bas, j'ai chargé là et puis. Tu le mets sur A? Sur A ou B. Ça balance. On y va? On y va.
Voilà, c'était un extrait au bar de l'économie d'Aya Nakamura de son titre Jaja. Aujourd'hui, je suis en compagnie au bar de l'économie sur IDFM de Chantal Dardelet, directrice du Centre Égalité des chances à l'ESSEC, de Xavier Roy, directeur général de France Cluster, d'André Jeannereau, président de France IT, et de Christophe Seyer, directeur de l'Eurocima. Alors, premier thème du jour, c'est donc l'égalité des chances. Hier, on a reçu au bar de l'économie Stéphanie Masse qui a parlé de l'étude qu'elle vient de publier sur justement l'évolution des politiques de la ville face pour donner des chances à tout le monde d'accéder à une meilleure formation et à l'emploi. Et aujourd'hui, on continue sur ce sujet avec Chantal Dardelet. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser finalement, comment permettre à chaque jeune de pouvoir utiliser son potentiel au maximum, c'est-à-dire déjà de trouver sa voie, parce que quand on voit que 50% des bacheliers ont du mal à choisir des études finalement, de choisir ce qu'ils vont faire plus tard, c'est très compliqué. Oui, tout à fait, même 60% des étudiants qui entrent en première année changent d'orientation au cours de route, 60%. Alors même si on a tous le droit de se tromper et de faire un nouveau choix, il y a quand même quelque chose peut-être à améliorer. Alors comment on fait pour permettre à chaque jeune de trouver sa voie et d'aller au plus loin de son potentiel? Il y a bien l'enjeu à la fois d'orientation mais aussi d'ambition. Le choix qu'a fait l'ESSEC, et ceci depuis une quinzaine d'années, c'est de proposer un accompagnement à côté de l'école pour les jeunes de milieux populaires, puisqu'ils sont particulièrement ciblés, les jeunes de milieux populaires, les jeunes des quartiers, comme on dit, ou d'éducation prioritaire. Un certain nombre d'autres populations aussi, et nous on travaille pas mal avec les jeunes en situation de handicap. Ce sont des populations qui ont plus de difficultés que d'autres, on va dire, à oser se projeter dans des études supérieures, à prendre conscience de leur potentiel et par conséquent à décrocher un jour le fameux diplôme du supérieur qui en France est quand même souvent gage d'employabilité. Donc nous on propose des accompagnements en périscolaire à côté de l'école, pendant lesquels, par exemple basés sur du tutorat étudiant, c'est quand même la ressource première qu'on a à l'ESSEC, là où je travaille. Et dans cet accompagnement, ce qu'on propose finalement aux jeunes, c'est de développer une sorte de capital social et culturel dont on se rend compte qu'il est indispensable en complément du capital scolaire pour avoir de l'ambition et avoir les clés de la réussite. Pour le dire autrement, il ne suffit pas d'avoir de bonnes notes à l'école pour réussir à savoir ce qu'on veut faire de la vie. Mais ça, c'est une réflexion finalement philosophique nouvelle dans la méthode d'enseignement. Il y a 15 ans, on ne faisait pas autant de choses de ce type. Alors, on ne le faisait pas, enfin, Bourdieu, depuis plus de 50 ans, dénonce ce genre de choses et la reproduction sociale, entre guillemets. Donc, le constat date de longtemps. La mise en mouvement est plus récente. Voilà. On va dire que c'est Sciences Po qui, avec les conventions éducation prioritaire en 2001, a enclenché quelque part un mouvement en disant il y a peut-être quelque chose qui coince, il y a peut-être quelque chose à faire. Et dans la foulée de l'année suivante, l'ESSEC a également pris des initiatives en la matière, alors sur la base d'un même constat, mais dans une logique différente, puisque ce qu'a proposé l'ESSEC dans un premier temps, puis par la suite ça a évolué, ça a été de dire on ne va pas se contenter de faire en sorte qu'il y ait plus de diversité sociale d'étudiants qui rejoignent l'ESSEC, parce que ça ne va pas changer foncièrement la société. Et comme on s'inscrit globalement dans une logique de responsabilité sociale de l'ESSEC, la question c'est de voir comment on peut faire changer la société. Et ce qu'on a proposé nous, c'est de dire identifions ce qui coince et essayons de lever tous les leviers. Alors qu'est-ce qui coince justement? Voilà. Un accès à l'information. Dans les milieux, alors éduqués, j'aime pas cette expression, mais quand les parents ont fait des études supérieures, ils ont tout à fait conscience de l'enjeu des études supérieures, de l'importance du réseau, de toute une série d'éléments qu'on ne devine pas et en gros qu'on n'apprend pas forcément à l'école, parce que l'école vient surtout consolider des savoirs, plus aujourd'hui que d'aller dans le sens de la construction d'un projet personnel et professionnel pour chacun. Donc accéder à l'information. 2, pas mal d'éléments qui relèvent du développement personnel. En gros, il faut avoir confiance en soi pour oser se projeter dans l'avenir. Il faut avoir une certaine prise de risque d'une certaine façon. Se lancer dans des études longues, ça veut dire se dire pendant 5 ans, je ne vais pas encore gagner de l'argent, pendant 5 ans, je vais travailler, etc. Ce qui n'est pas tout à fait évident et qui est d'ailleurs socialement très marqué. Travailler sur la capacité d'apprentissage, développer aussi une compréhension du champ des possibles. 13 000 formations en France. Un certain nombre de jeunes de milieu populaire disent « Oh là, j'ai aucune chance de trouver la bonne ». Ou alors des gens, on va leur dire qu'il n'y a pas qu'une bonne, ça va déjà élargir le champ des possibles. On va dire que tout ne se fait pas en un tour, on va se dire qu'il faut continuer d'avancer. Et puis pas à pas, en fait, on les amène finalement, j'allais dire, au même endroit que là où vont spontanément, ou plus facilement, on va dire, les élèves ou les jeunes de milieux favorisés. En pratique, les études ont montré, 15 ans après, on a fait des suivis de cohorte et on peut affirmer aujourd'hui qu'on peut rétablir l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'un potentiel identique,
on peut gommer ce qui peut apparaître comme des Voilà, c'est ce que nous a dit Stéphanie Masse hier, que finalement, si on prend un jeune après, donc avec une même formation, après 3 ans de travail, eh bien finalement, il n'y a plus que, j'allais dire, 10% d'écart entre les jeunes qui viennent des quartiers, comme vous dites, défavorisés, et les autres. Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'allais dire. Tout à fait. Et notre premier programme s'appelle d'ailleurs Une grande école, pourquoi pas moi? Et le grand du sujet, il est dans le pourquoi pas moi. C'est-à-dire il faut lever ces phénomènes d'autocensure qui peuvent exister. Il faut convaincre chaque jeune qu'il a un talent, et là j'en suis absolument convaincue. Convaincue aussi que tous les talents ne sont pas révélés par l'école, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'existent pas. Je parle de l'intelligence de la main. Je parle oui, parce que justement l'intelligence est multiple. Elle est multiple. On s'appuie beaucoup sur la théorie de Gardner, des intelligences multiples, pour faire prendre conscience à chaque jeune qu'il a un potentiel de dingue et que la société a besoin de tous ces talents. Oui, on dit qu'il y a 9 intelligences d'ailleurs. Alors lui, il est à 8, mais tout ça c'est très controversé et je pense que c'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est de dire qu'on a besoin finalement de toutes les formes d'intelligence et ce sera plus vrai encore demain que ça l'est aujourd'hui. Mais on s'imagine toujours, quand on est jeune et notamment en première ou en terminale, que finalement intégrer une grande école c'est très difficile. D'ailleurs, on le voit même. Bon, vous, l'ESSEC, c'est une école de commerce. On va quand même rappeler peut-être ce que fait l'ESSEC, si vous voulez, Chantal Darle-Delay. Mais pour les écoles d'ingénieurs, on voit que les jeunes laissent tomber la prépa Mathsup, Mathspé. Ils préfèrent faire une école intégrée en 5 ans, avec la préparation intégrée à l'intérieur. Qu'en est-il pour l'ESSEC alors? Alors, beaucoup de questions dans ce que vous dites. D'abord, toutes les démarches d'égalité des chances visent l'ensemble de l'enseignement supérieur. Une grande école, pourquoi pas moi? On a choisi ce titre parce que le jour où on envisage, y compris les grandes écoles, ça veut dire qu'on s'autorise toutes les formes d'études supérieures. Et donc nous, on ne vise en aucun cas faire venir tous nos étudiants, ni à l'ESSEC, ni dans les écoles management, ni dans les grandes écoles, mais bien de mener chacun au plus loin de ses capacités. Et par exemple, vers un BTS et une licence professionnelle pour les lycéens professionnels, pour dire qu'on est au sens très très large. Pour rebondir sur votre question, ce qu'est l'ESSEC, donc c'est une école de management qui en gros conduit à de très nombreuses formes de métiers au sein de l'entreprise et l'entreprise sous toutes ses formes, y compris la création d'entreprises d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est une caractéristique dont on peut rappeler que très longtemps on recrutait essentiellement sur des CPGE, des classes préparatoires aux grandes écoles. C'est plus très vrai. Aujourd'hui, on a plus d'étudiants qui entrent dans la grande école ESSEC par les admissions parallèles que par les grandes écoles, notamment parce que l'ouverture internationale a conduit à élargir les modes de recrutement. Puis c'est une autre façon de dire que l'ESSEC, évidemment, s'adresse toujours à des étudiants à bon potentiel, puis qui ont pas mal travaillé pour y arriver, on va le rappeler aussi au passage, mais avec justement aussi une grande diversité de profils désormais, au national comme à l'international, une grande diversité de profils, mais il y a en commun la volonté d'aller vers les métiers de management. Donc pour résumer ce que vous dites, il faut quand même beaucoup travailler pour arriver à rentrer à l'ESSEC. Oui, mais ça c'est vrai de l'ESSEC, c'est vrai de médecine, c'est vrai partout. Enfin, rappelons qu'on n'a jamais rien sans rien, ça ne mange pas de pain de le dire, c'est vrai. Mais par contre, je pense que la clé de tout ça, c'est tout à coup de faire naître le plaisir d'apprendre chez les jeunes. Et à partir de là, ça ne s'appelle même plus du travail, même si de fait on travaille. D'où le fait un des points majeurs sur lesquels on travaille, c'est de révéler chacun soi-même, permettre à chaque jeune de savoir ce qu'il est finalement, qu'est-ce qui lui donnera envie de se lever tous les matins par la suite. Est-ce que c'est parce qu'il aura créé sa boîte, qu'il soit boulanger, qu'il se fasse ce qu'il veut? Est-ce que c'est autre chose? Je pense que c'est ça la clé du succès. Et on est toujours bon quand on a quand on a finalement compris ce qu'était peut-être le talent particulier de chacun. C'est le cœur de notre acteur. Alors justement, quels sont vos principes d'action? Alors, première grande famille de programmes, le tutorat étudiant. Pourquoi? Parce que double bénéfice. Bénéfice pour les jeunes qui sont accompagnés, mais grand bénéfice pour nos étudiants qui s'ouvrent à une compréhension un peu plus large de la réalité de la société dans laquelle ils vivent. Donc double bénéfice, et j'insiste. Pour nous, c'est un outil de formation comme un autre. C'est pour ça qu'ils sont bénévoles au passage, et que les tuteurs travaillent 3 heures par semaine pendant 1 an à accompagner des jeunes, plus le temps de préparation et de débriefing. Et ils adorent ça. Et c'est une expérience géniale qui est transformante pour nos étudiants comme pour les accompagner. Donc le tutorat étudiant est une modalité importante. En résumé, c'est 3 heures par semaine. Nous accompagnons des groupes de collégiens et de lycéens à l'ESSEC ou aussi autour de Drancy où on a un deuxième centre de démarrage. Et pendant le tutorat étudiant, on parle d'actualité. On développe finalement des compétences transversales, des savoir-faire, des savoir-être, de la confiance en soi, de la curiosité, de l'esprit critique, plein de choses. Les compétences numériques aussi, parce que ça fait pour nous partie du voyage de ce dont tout jeune doit être doté désormais. Ça me paraît assez important.
Et ce tutorat étudiant, donc ces séances hebdomadaires en périscolaire sont complétées par des sorties culturelles, par des visites d'entreprise, par des rencontres inédites. L'objectif étant d'élargir finalement la curiosité et l'audace qu'aura chaque jeune. Évidemment, une partie importante est consacrée à l'orientation, comme vous le disiez précédemment. Alors vous avez 3 mots-clés, orientation, ambition, lutte contre les inégalités, c'est les 3 mots-clés de l'ESSEC. En tout cas, c'est les 3 mots-clés du Centre Égalité des Chances, qui est partie intégrante de l'ESSEC, ce n'est pas une association, c'est même le cœur du recteur. Et pour le coup, c'est une dimension à l'ESSEC qui est en train de gagner, je vais faire le pont avec vos autres auditeurs, qui gagne en importance parce que je pense que dans une école comme la nôtre, et c'est loin évidemment d'être la seule, on est de plus en plus convaincus que former nos étudiants en management, c'est les former bien sûr au monde de l'entreprise, mais aussi dans la relation que l'entreprise aura avec son territoire, aura avec sa planète. On a tous entendu parler évidemment des enjeux environnementaux aujourd'hui, des enjeux sociaux aussi. Et donc, je veux dire, je veux déconstruire l'idée qu'on forme les étudiants pour que demain ils fassent un max d'argent, etc. Enfin, c'est pas la mentalité française. En tout cas, pas l'ESSEC. Je rappelle au passage que l'ESSEC est une association de loi de 1901. Ce statut n'est pas tout à fait neutre dans la vision et dans les valeurs qu'il y a derrière. Voilà, je le dis au passage. Et le lien avec le Centre Égalité des Chances, c'est que comme tout ne s'apprend pas en amphi, il y a des choses qui s'apprennent à l'école de la vie, à l'école du terrain. Et bien, le fait d'être par exemple tuteur, ou en ce moment, par exemple, on a 4 étudiants qui sont en service civique en Guyane et à l'île de la Réunion pour développer le programme d'égalité des chances. Je veux dire, on sort de ce genre d'expérience un peu transformée et un peu plus en phase avec la réalité sociale. Alors justement, donc, on a dit tout à l'heure que la fracture sociale se réduisait quand même considérablement pour les jeunes qui ont le diplôme, voilà, c'est ça. C'est un peu moins vrai pour les pays, pour les départements français qui sont un peu en dehors de la métropole. Oui. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que il y a 15 ans, les actions ont surtout démarré par les quartiers en éducation prioritaire, d'où le fait que je travaille avec le commissariat général à l'égalité des territoires, avec Stéphanie Mas dont vous parliez tout à l'heure. Ça a été le cœur du réacteur, parce qu'il faut dire que le besoin était évidemment criant, et puis que c'était déjà une façon de mettre en mouvement le territoire. Ces territoires-là sont toujours aujourd'hui évidemment l'objet de pas mal de politiques, genre les cordées de la réussite, les parcours d'excellence et autres, mais on y intègre désormais les territoires isolés, les zones rurales, et également l'outre-mer. Donc on travaille nous actuellement, et bien sûr avec le rectorat de Versailles et de Créteil, mais aussi par exemple de Clermont-Ferrand, mais aussi de Bordeaux, mais aussi d'Amiens, mais aussi de Montpellier, plus la Guyane et la Réunion dont je vous parlais précédemment. Alors vous avez dit tout à l'heure quelque chose d'important, c'est qu'il faut que l'étudiant prenne un pied dans l'entreprise finalement. Donc là, vous développez beaucoup de partenariats avec les entreprises. Beaucoup, c'est très très important. Mais ça, c'est la culture de nos écoles aussi, qui sont très enracinées dans le monde professionnel. On a des formations professionnalisantes. Et le constat, c'est que des jeunes de milieux populaires, ou notre cœur de cible, ben souvent ne connaissent de leur entreprise, ont de l'entreprise une vision assez négative parce qu'elle est parfois corrélée à un sentiment. Alors là, quels que soient les milieux sociaux, oui, mais il y a bien sûr tous milieux sociaux, mais ils ont une mauvaise dans les connaissance quartiers de en l'entreprise. politique de la ville, la relation à l'entreprise n'est pas toujours très claire. On la connaît, on la connaît par des images fortes qui les ont frappés. Ça va être, à une époque, c'était aujourd'hui, ça va être Carlos Ghosn, ça va être l'entreprise. Un petit côté diabolisation que je dénonce beaucoup pour y avoir travaillé avant. Puis pour dire aussi que l'entreprise est multiforme, les PME, il y a plein de formats, voilà. Mais il y a beaucoup de visions un peu simplistes. Donc la façon de lutter contre tous les stéréotypes et représentations, c'est d'y aller, c'est de créer des rencontres improbables pour eux, mais que l'on fait. Donc on visite des entreprises, on a plein de professionnels qui viennent parler de leur métier, aujourd'hui et demain, et c'est très important évidemment de regarder à quoi ça ressemblera demain. Et ces rencontres sont géniales, honnêtement. Alors vous dites aussi aller plus loin dans son potentiel, comment faire? Ben, je pense que la confiance en soi est un enjeu majeur. La confiance en soi a une forte corrélation avec le milieu d'origine. Dans les milieux favorisés, on a plus de confiance en soi. On a été biberonné à la confiance en soi, à la valorisation. Oh bravo, tu sais déjà faire ça. Là où dans des milieux plus défavorisés, c'est moins évident. Pourquoi aussi? Parce que la confiance en soi se développe dans des expériences périscolaires comme la musique, comme le sport, comme tout ça. On gagne un match, c'est formidable. On réussit un concert, c'est formidable. Quand on n'a pas ou moins d'activité périscolaire, on a finalement moins eu l'occasion de prendre conscience de ses talents. Donc c'est quelque chose qui se travaille bien évidemment aussi. Et on peut faire de toute expérience de vie un lieu d'acquisition de confiance en soi et de compétences. Y compris quand on fait le marché le samedi matin, y compris quand on fait du babysitting, c'est important de le dire.
Donc finalement, on peut vous conseiller à tout étudiant, dès qu'il est en seconde, première ou terminale, de faire justement ce que vous venez de dire, du babysitting, des activités à côté, quelles qu'elles soient. Ça donne la confiance en soi. Ah, je suis convaincue que toute expérience qui oblige finalement à se dépasser un petit peu est bénéfique. Merci beaucoup Chantal Dardelet. Alors je rappelle que en fait ce que vous avez mis en place au niveau de l'ESSEC s'appelle Trouver ta voix, hein, c'est le nom de Trouve ta voix, voilà. Et c'est donc ce partenariat étudiant avec des jeunes qui démarrent. Donc je rappelle que vous avez dit ça tout à l'heure, 3 heures par semaine, et vous avez ouvert une antenne à Drancy, vous disiez. Alors oui, en fait c'est la mairie de Drancy qui est venue nous voir il y a quelques années en disant compte tenu de notre population très jeune, très en demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement pour augmenter le niveau d'ambition des jeunes de Nancy. Et donc on a développé là-bas à la fois le programme de tutorat étudiant, une grande école pourquoi pas moi, mais aussi par des partenariats avec l'ensemble des établissements scolaires de la ville, ce fameux dispositif Trouve ta voix qui est une autre modalité qui passe les mêmes messages, qui cette fois-ci se passe au sein des classes par les enseignants que l'on outille aussi pour développer ces compétences transversales et finalement améliorer l'orientation en France. C'est multiforme tout ça, mais ça s'appuie toujours sur une même vision du jeune et de la conviction que les talents existent partout. Il y a quelques écoles qui ont mis en place une obligation pour les jeunes en première et en terminale, c'est de donner un peu de leur temps par semaine à qui ils veulent. Ça peut être dans une association, ça peut être auprès d'une personne âgée, ou ça peut être auprès d'enfants. Et ça, c'est plutôt très, très enrichissant. Très bonne idée. Merci beaucoup Chantal Dardelet. On va faire notre seconde pause musicale et on revient avec nos invités du jour. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels vous voulez intervenir ou points sur lesquels vous avez appuyé? Est-ce que vous voulez lui poser des questions? Excellente intervention. J'ai appris plein de choses. On va arrondir. J'ai pensé à mes enfants, c'est cool. Je m'en rapproche. Ah d'accord, je vais m'éloigner. Pardon. Bon, ça fait rien. J'ai forcément pensé à mes enfants, c'est tout. Ils ont quel âge? 18, 16 et 13, donc 18. Ah oui, 18 c'est en plein dedans. Il est dans Parcoursup, on n'en peut plus. Ah ouais, bah ça y est, vous êtes sortis de par là, ça c'est fini là. Il y a encore moi, le suspense arrive. On digère là. Ah oui, Parcoursup. On se prépare pour les autres. Bah moi, nous on a eu à peine fini avec mon fils Parcoursup que le lendemain il avait déjà une convocation à un entretien. Ouais, c'est pareil. Là. Et c'était hier. Ah oui. C'est une période de grand stress, quelle pression on met sur tout ça. Et au niveau du prix sur les sacs à l'année ça c'est une bonne idée aussi. On peut faire les sacs pour 0 €. C'est une fille en plus qui a fait les sacs, donc je peux parler concrètement. Pourquoi? D'abord parce que les frais de scolarité sont indexés sur les revenus de la famille, et deuxièmement parce qu'on peut faire les sacs en apprentissage. Quand on fait les sacs en apprentissage, ça c'est bien. Non seulement on paye pas les frais de scolarité, on peut peut-être le dire au micro. On peut peut-être finir là-dessus et puis après on enchaîne avec vous. L'école à l'année c'est 13 000. À vrai dire, j'en sais fiche rien parce que je crois qu'il y a moins de 10% des étudiants qui payent le tarif dont on entend parler partout. D'accord. C'est ceux qui veulent pas faire de petits boulots, qui ne veulent pas l'apprentissage. En gros, c'est plutôt ceux qui viennent pour quelque chose de cool. Mais tous ceux qui se bougent, franchement, entre les petits boulots, les frais de scolarité qui sont dégressifs, les bourses qui existent de plein pot, etc., franchement, le champ des possibles est important. Et accessoirement, il y a des prêts pour un tiers des gens, puisque les prêts sont tellement faibles que même les milieux favorisés y ont recours. C'est pas chaque inflation. Est-ce que vos candidatures, vous regardez beaucoup les expériences ou ça va être vraiment sur les dossiers? Ça s'appelle comment ce titre-là, Philippe, s'il vous plaît? En fait, ça s'appelle comment le titre? Oui, ça s'appelle comment? Le nom du titre, je l'ai pas. Si on rentre après le brac, vous allez demander les dossiers. Si on rentre par exemple en fin de DUT, vous allez plus être intéressé par une expérience. Alors en fin de DUT, si c'est l'unité technique de commercialisation, on reprend. Ça. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours aujourd'hui en compagnie de Xavier Roy, directeur général de France Cluster, d'André Jeannereau, président de France IT, et de Christophe Cellier, directeur de l'Eurocima. Et puis nous étions avec Chantal Dardelet, directrice du Centre de l'égalité des chances de l'ESSEC. Nous étions en train de parler de toutes les possibilités qu'offre l'ESSEC pour faire ses études. Alors dernière question, Chantal Dardelet, ça coûte combien l'ESSEC? Une question vous avez raison de la poser. Parce que souvent on a l'image, une école de commerce, ça coûte tellement cher que c'est inaccessible, point barre, et on tourne la page. Donc c'est une bonne occasion pour moi de dire que l'ESSEC va de 0 à cher, on va le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'un tiers des étudiants font leurs études à l'ESSEC en apprentissage. Et quand on fait des études en apprentissage, on ne paye pas les frais de scolarité, et en plus on est rémunéré pendant ces études, sur un pourcentage du SMIC fixé par la loi. Donc ça, il faut quand même le dire haut et fort.
Accessoirement, les frais de scolarité font l'objet d'abattements fonction du taux de boursier, donc qui est une autre façon évidemment de relativiser le prix des frais de scolarité. Et ensuite, on fait 18 mois d'expérience professionnelle pour être diplômé à l'ESSEC. Parfois, c'est en apprentissage. Parfois, c'est avec des stages qui, comme sont des stages longs, sont rémunérés. Quand on met tout ça bout à bout, moyennant bien sûr d'anticiper, moyennant voilà, de construire un parcours, honnêtement, je peux affirmer catégoriquement que c'est accessible à tous les budgets. À tous les budgets, donc ça reste, il ne faut pas regarder le prix annoncé, il faut voir un petit peu tous les emplois qu'on peut faire en même temps. On a le temps de travailler en même temps que de faire ses études à l'ESSEC. C'est ça toujours pareil, si on a du courage, j'en ai parlé tout à l'heure, que c'était quand même une clé globalement qui ouvrait beaucoup de choses, il y a la possibilité vraiment de recourir à plein d'expériences, dont des expériences professionnelles bien sûr, dont d'autres types d'expériences et de trouver des solutions à tout ça. L'autre élément, c'est bien sûr, et c'est une des difficultés pour les écoles populaires, de s'inscrire sur un moyen terme quand même, et puis de se rappeler que l'obtention d'un diplôme, vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même un gage très très important d'insertion professionnelle, gage d'insertion sociale en France. Voilà, mais quand même deux valeurs, la valeur courage et la valeur travail, ça c'est indispensable. Il n'y a pas de mystère. Merci beaucoup Chantal. Merci beaucoup Chantal Dardelais d'être venue ce matin nous exposer toutes ces possibilités. Alors Xavier Roy, justement, vous qui êtes directeur général de France Cluster et qui travaillez cette année sur le thème de la responsabilité sociétale des entreprises, on est en plein dedans là. Finalement, oui, alors pour rebondir, de la même manière que l'école en général et l'ESSEC en particulier s'interroge sur sa responsabilité sociale, sa responsabilité sociétale, c'est vrai aussi de l'acteur économique qu'est l'entreprise. On a, comme vous le disiez en intro, eu l'occasion de travailler sur les 5-6 derniers mois sur ce sujet-là au sein de notre association. Hein, donc pour rappeler, je fais la parenthèse. Oui, on va peut-être rappeler un peu qui est l'association et ce que fait France Cluster. Ouais. Donc France Cluster, c'est une association qui au niveau national fédère des réseaux d'entreprises, on appelle ça les clusters pour utiliser un mot angliciste, ou les pôles de compétitivité qui sont plus connus dans notre écosystème. Donc ce sont des réseaux d'entreprises qui ont comme particularité qu'ils fédèrent sur un territoire de relative proximité, des entreprises qui appartiennent toutes à un même domaine d'activité et qui décident de coopérer ensemble pour innover, alors parfois sur des plans technologiques ou aller se diversifier sur des marchés nouveaux. Voilà. Donc, ce sont des entreprises qui coopèrent sur un territoire et qui associent l'ensemble des acteurs qui sur le territoire peuvent aussi apporter une valeur ajoutée au développement business des entreprises. On est dans cette arrière-pensée-là, dans les réseaux que France Cluster on fédère. Donc en gros, France Cluster, on est une association d'associations d'entreprises, on est un réseau de réseaux d'entreprises. C'est à peu près 200 réseaux d'entreprises en France que l'on fédère et c'est à peu près 60 000 entreprises, un petit million d'emplois qui sont concernés par les activités de ce réseau des réseaux. Alors, donc la nouveauté, on va dire, 2019, c'est votre bilan 2018 finalement. En 2018, on peut dire grosse prise de conscience des entreprises aux impacts sociétaux et environnementaux de leurs projets. Du coup, vous venez de publier, de faire le recueil des démarches, un panorama en fait des démarches et de la préoccupation des entreprises. Alors quelles sont-elles? Oui, alors je commencerai par dire qu'il est déjà obsolète, puisqu'en fait ça évolue tellement vite que pour le coup c'est un panorama qui sans doute mériterait d'être révisé à peu près tous les 3 mois. On a sorti donc en décembre dernier un petit memento sur ce sujet-là. Je vais l'évoquer de façon à la plus humble possible parce qu'on avait l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question et en fait loin de là. En fait, on s'aperçoit au cours des 6-8 derniers mois que ce sujet de la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, a pris une telle ampleur que nos réseaux d'entreprises s'en emparent pour pouvoir accompagner, que ce soit dans des démarches individuelles, faire des diagnostics dans les entreprises et puis les accompagner à augmenter leur performance, pas que économique, mais aussi sur l'impact sociétal que les projets innovants qu'ils développent. La manière dont tout ça rentre dans l'entreprise. Donc là, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Derrière cette notion de RSE, responsabilité sociétale, il y a évidemment la question environnementale qui est souvent celle que l'on observe en premier chef, avec des questions autour de la gestion des déchets, de l'impact environnemental que peut avoir un mode de production.
Mais c'est beaucoup plus étendu dans la manière dont les entreprises s'en emparent et nos réseaux d'entreprises, la manière dont ils les accompagnent, parce que ça va jusqu'à réfléchir ensemble sur le bien-être dans l'entreprise, sur la manière dont le management des équipes est effectivement fait, sur la manière dont la relation client d'un côté, mais aussi la relation avec les fournisseurs se gère. Et l'objectif, donc, pour l'entreprise, c'est en agissant sur l'ensemble de ces volets-là, augmenter sa performance, certes économique. On observe de façon quasi systématique soit des économies d'échelle qui sont faites, soit des gains de productivité liés au fait que, inscrite dans une démarche de RSE, l'entreprise séduit. Elle séduit un client, elle séduit un donneur d'ordre, mais aussi dans cette démarche d'attractivité que l'entreprise peut avoir. On rappelle, alors on en parle beaucoup dans les écoles, on constate quand même qu'aujourd'hui le problème numéro 1 exprimé par nos entreprises, c'est pas le remplissage du carnet de commandes, c'est la difficulté à recruter des talents pour répondre aux commandes des clients, aux potentiels clients. Et là, je parle d'une façon très, très générale. Ça fait un peu mal au cœur de se dire on a 10% de chômage en France et en même temps on n'arrive pas à répondre à nos commandes parce qu'on a du mal à recruter. Et donc pour le coup, on a aussi des entreprises, et mes collègues pourront mieux en parler parce qu'ils sont en contact direct quotidien avec leurs entreprises adhérentes, de ce pouvoir d'attractivité que le sujet de la RSE amène dans l'entreprise aussi sur cette question de l'employabilité. De toute façon, notre Premier ministre l'a rappelé lundi dans sa synthèse des grands débats, le thème environnemental et sociétal est très important. Et d'ailleurs, on voit aussi dans la consommation des Français qu'un tiers des Français maintenant achètent en vrac et non plus en paquet. Oui, c'est la grosse tendance, c'est le gros chiffre que j'ai lu cette semaine. C'est qu'un tiers des Français, justement, consomment autrement. S'il peut acheter en vrac, eh bien, il le fait au lieu d'acheter pour éviter donc le carton, le plastique déjà. Donc c'est déjà un geste important. Alors, au niveau de l'entreprise, donc vous avez développé, vous avez 40 PME du numérique qui ont été labellisées ENR. Ça veut dire quoi ? Alors, c'est plus mon collègue, effectivement, André Jeanneret, qui serait capable de nous en parler dans quelques minutes. Effectivement, ce qui est important, c'est de constater d'une façon générale, sans pas forcément de parler de labels, parce qu'il en existe pas mal des labels en France, et le but du jeu, c'est pas d'en rajouter des couches, mais qu'il y a une recherche exprimée par les entreprises de reconnaissance pour celles qui s'engagent dans ce type de démarche, de marque, autour de leur engagement sociétal. Comme vous le dites, parce que ça répond à ces 2-3 enjeux, on l'a évoqué tout à l'heure, l'enjeu planétaire auquel individuellement tout le monde est évidemment concerné, les contraintes réglementaires. On a aujourd'hui, et vous parliez de notre Premier ministre, on a un ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui porte un projet de loi Pacte sur la transformation de l'entreprise et qui a inclus là-dedans notamment un article, l'article 61, je crois, ou 60, qui parle de l'engagement social de l'entreprise. Donc là, il y a une préoccupation qui est très forte. Donc là, il y a aussi des dimensions de contraintes qui font que les entreprises, non seulement y vont, et pour le coup, souhaitent que ça fasse partie de leur force commerciale pour répondre à ce que vous évoquiez quand vous parliez de l'attente du consommateur, en parlant par exemple du vrac. En tant que citoyen, on a tous envie de consommer différemment aujourd'hui, et l'objectif, c'est que nos acteurs de production, en y étant sensibles, m'interpellent là-dessus. Et donc c'est l'intérêt de ces démarches de type label. Donc alors on va retenir ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'en fait, hormis la contrainte, comme vous avez dit, inscrite dans la loi Pacte, finalement les entreprises se sont rendues compte que ça apporte tant au niveau du management que de la performance économique et qu'un gain de productivité. C'est le bilan finalement de votre panorama, c'est ça ? Tout à fait. Merci beaucoup Xavier Roy. On revient dans quelques minutes avec vous. On va faire une nouvelle pause musicale. Bon, malheureusement, j'ai quitté. Mais il y a des ponts à établir. Pardon ? Tout à fait. Des ponts à établir. Ouais. Je laisse mes coordonnées, il faut qu'on se reparle. Surtout si j'ai bien compris, vous pouvez arroser large tout sujet confondu. Oui, mais avec plaisir parce qu'on travaille beaucoup avec le milieu universitaire. On a même créé un master management de cluster avec l'université de Strasbourg, donc c'est pour l'anecdote, mais
On travaille pas mal avec le M, nous on est basé à Lyon. Ah oui, donc avec le Lyon, oui. Le Lyon par exemple, mais pour le coup, je Donc pense on va que... le programme aussi, de ceux que je Voilà, cette émission, c'est fait pour ça, c'est pour que les gens se rencontrent et puis après, ils changent leur carte. Pas spécialement sur la RSE. Donc. Et puis moi, je l'ai laissé de l'autre côté. Mais moi aussi, en fait, c'est ça le problème. Non, mais c'est pas grave, par votre intermédiaire. Allez la chercher, oui, voilà, sinon... Vous nous mettez en relation par mail, là. Oui, voilà, exactement. Largelrtsec.fr. Voilà. Merci encore. Non, bah, c'est moi qui vous remercie. Pour partager. Donc. Merci. Au revoir. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Pour repartir, il y a un bouton de déverrouillage de la porte. Oui, d'accord, parfait. Merci. Ouais, ça fait du bruit, il y a des avions. Il y a les avions, donc s'il y a des avions, il faut fermer. Vous pouvez vous rapprocher d'un cran si vous voulez. Hein. Alors, sur quoi qu'est-ce qu'on peut dire encore? Rebondir sur le label. Oui, mais est-ce que vous voulez dire autre chose après? On reviendra dans le débat, je complèterai. D'accord. Tu compléteras, Ouais, je dirais. Très bien. Ouais, pardon. Élise, vous ne dites rien? Vous ne voulez rien dire? Non, ça va. Une belle voix. Prochaine pause musicale. Peut-être qu'elle va nous chanter une chanson. Oui, la dernière fois, ça m'avait beaucoup marqué. Ah oui, était venu. c'est le jeudi. Ouais, Voilà, c'est Bruno qui vient pour. Mais c'est aujourd'hui, il n'y a pas. Là, c'est tout arrêté, figé, un peu nul. À 10h, c'est la recette de cuisine le jeudi. Ouais. Alors, pour le coup, là. Oui. Donc là, c'est en direct. C'est en direct sur Facebook, là. Donc, Tout ce là, qu'on pendant dit, la pause musicale, ils nous entendent. Je me gratte le nez parce que là, on nous entend aussi. On nous entend, on nous voit et on dit tout. Même si vous dites des bêtises, on peut rigoler, il n'y a pas de problème. Ah mince. Mais c'est pour vous, après, vous allez pouvoir récupérer la vidéo. Je sais pas si vous l'avez fait la dernière fois. Oui, on l'a fait, on l'avait rediffusé aussi. Ouais, non, très bien. Vous allez devenir célèbre sur tout le territoire. Moi non, mais vous, oui. Moi, on ne me voit pas à la vidéo. On ne voit que vous. On finira à la fin, alors on tournera l'appareil. C'est vous l'important, moi, c'est pas important. C'est ce qu'on dit. On y retourne. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis toujours en compagnie de Chantal Dardelet, directrice du Centre Égalité des chances de l'ESSEC, de Xavier Roy, directeur général de France Cluster, de Christophe Seyer, directeur de l'Eurocima, et d'André Jeannereau, président de France IT. Alors justement, André Jeannereau, on parlait de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises avec Xavier Roy. Vous avez démarré, vous avez labellisé 40 entreprises, mais avant de parler du label Entreprise numérique responsable, parlez-nous un petit peu de France IT. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, France IT, c'est un réseau qui regroupe des réseaux. Alors effectivement, c'est une émanation de France Cluster. Plusieurs réseaux régionaux œuvrent dans l'économie numérique et nous avons ressenti depuis plusieurs années le besoin d'échanger ensemble pour partager les bonnes pratiques qui se font sur chacune des régions. Et aujourd'hui, plus d'une dizaine de clusters constituent France IT, ce qui représente plus de 2500 entreprises. Et ce qui nous permet surtout de pouvoir rayonner dans chacune des régions, de prendre le résultat d'expériences qui sont menées à l'échelon régional et de le généraliser au niveau national. C'est comme ça que sont nés le label ENR et le label Cloud qui récompensent les entreprises qui ont de bonnes pratiques. Alors, quand vous dites on s'échange et on partage des bonnes pratiques, dans quel domaine ? Alors, c'est à peu près dans tous les domaines, parce que chaque territoire a, au travers de son économie numérique, des expériences. Le territoire de la région Nord, Hauts-de-France, a créé un forum sur le financement. Personnellement, j'ai repris cette idée pour l'appliquer dans le réseau Made in Soft sur la région Sud. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin d'accompagner les entreprises qui recherchent du financement. Et en reprenant cette idée et en la dupliquant sur la région Sud, c'est un phénomène qui répondait à une demande locale aussi. Et ainsi, on peut comme ça dupliquer sur chacun des territoires. Vous avez le territoire ADN de Nantes qui crée un booster, c'est-à-dire une
représentation de chefs d'entreprise qui vont accompagner des start-upers pour leur permettre de grandir plus vite et de formaliser leurs projets. Cette idée est intéressante et on peut la dupliquer sur d'autres territoires. Nous avons créé un forum de l'emploi sur la région sud. Ce forum de l'emploi, il répond à une demande parce que dans l'économie numérique, vous avez la création de plus de 20 000 postes par an en France actuellement. Et on a une pénurie énorme de talents. Donc pour pouvoir accueillir de nouveaux profils, de nouveaux talents dans les entreprises, on est obligé de faire preuve d'imagination pour aller chercher dans les écoles, pour aller chercher sur le territoire et attirer des nouveaux talents. Alors justement, c'est un gros problème, tous les industriels le disent, quels que soient les domaines d'activité, gros problème de talent en France. Jusqu'où allez-vous pour faire comprendre aux jeunes qu'il y a des filières qui embauchent et il faudrait peut-être faire quelques formations dans ces domaines-là? Comment faites-vous? Alors, plusieurs tentatives. La première, c'est les contrats de professionnalisation. Et on le disait tout à l'heure, les études peuvent coûter zéro à l'étudiant parce que l'entreprise elle va prendre en charge le parcours de l'étudiant par un contrat de professionnalisation. Très vite, l'étudiant, l'école et l'entreprise passent un accord, s'engagent sur 1 an, 2 ans, 3 ans et on va accompagner en alternance la formation. C'est-à-dire que l'étudiant reçoit une formation au sein de l'école et il pratique en entreprise. Et vous avez plusieurs organisations qui ont mis en place ces parcours en alternance et je dois dire que c'est une redoutable efficacité pour l'entreprise parce qu'on investit sur des jeunes, sur des collaborateurs et au bout de la formation, ils vont s'épanouir au sein de l'entreprise parce qu'ils seront bien et parce qu'on leur aura fait confiance. Donc ça, c'est le premier parcours. Après, vous avez d'autres formules. On le disait sur le coaching des étudiants par rapport à des jeunes de quartiers défavorisés. Quand je regarde sur le territoire sud l'expérience centrale avec les écoles Simplon, et c'est vrai qu'on prend des jeunes qui n'ont pas forcément des niveaux de bac plus 3 ou bac plus 5, mais par contre ils ont le goût du numérique. Et donc on va leur apprendre à coder. Et puis, très vite, ils vont pouvoir s'exprimer en entreprise. Oui, parce que le problème, c'est aussi pour les territoires isolés, où là, effectivement, comme on disait tout à l'heure, c'est l'information qui ne passe pas. Donc là, il faut aller les chercher, c'est pour ça que vous faites tout ça. C'est ça. Et autre difficulté que nous avons, c'est d'attirer beaucoup de femmes dans le domaine du numérique. Et pour attirer les femmes dans le domaine du numérique, il faut aller les sensibiliser dès l'école. Et donc, on a passé des accords avec le rectorat pour aller dans les lycées, et notamment, je pense sur Made in Soft, au Lyon de Made in Soft, parce que la moitié du conseil d'administration, ce sont des femmes chez Made in Soft. Et donc, elles vont directement dans les lycées pour expliquer leur métier, pour expliquer les métiers du numérique et sensibiliser les jeunes filles en leur disant « Venez sur le domaine du numérique, vous avez des carrières à mener ». Oui, alors pour que les auditeurs comprennent, je rappelle que vous êtes président de France IT, mais aussi du cluster Made in Soft, et qui est basé à Marseille. C'est bien ça. Tout à fait. Alors donc, et que fait d'ailleurs Made in Soft, lui? Quel est son objectif? Pourquoi un cluster Made in Soft dans la région de Marseille? L'objectif d'un cluster, c'est de regrouper des chefs d'entreprise pour développer le territoire. Alors le développement de ce territoire, ça passe par, pour nous, le développement de l'économie numérique. Et cette économie numérique, elle se met en action sur différents secteurs d'activité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quel que soit le domaine d'activité, on est obligé de se poser la question, quel est mon modèle économique et comment demain mon entreprise va survivre, même si elle gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. C'est vrai dans le domaine de la santé, avec de nombreuses applications de services pour la e-santé, c'est vrai dans le domaine du sport, dans le domaine du tourisme, c'est vrai dans le domaine du commerce. Le commerce de proximité doit attirer les visiteurs dans son commerce parce que sinon les commerces de centre-ville vont dépérir. Et donc, si vous voulez, vous avez plein de domaines de l'économie numérique sur lesquels il y a des actions à faire. Et c'est le rôle d'un cluster comme Made in Soft, mais c'est vrai aussi sur beaucoup d'autres régions, à Bordeaux, à Tours, à Angers également. Donc, au sein du cluster Made in Soft sont regroupées des entreprises qui font du développement de logiciels uniquement ou est-ce qu'il y a d'autres types d'activités?
l'entreprise? Il y a toute la chaîne de valeur de l'économie numérique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'économie numérique? La chaîne de valeur de l'économie numérique, elle va du stockage de ces données numériques dans le cloud, donc c'est ce qu'on appelle le nuage informatique, et ça passe par des data centers, donc des salles sécurisées, hautement sécurisées, qui stockent énormément de données. Et puis, dans ces ordinateurs et ces centres de données techniques, on va positionner du logiciel, on va positionner des applicatifs. Ces applicatifs, on va les traduire en services pour l'utilisateur, de telle sorte qu'il puisse y accéder au travers de son mobile et qu'il puisse utiliser ces différents usages. Et donc, à chaque stade de l'étape de fabrication de l'offre de service qui arrive à l'utilisateur final, vous citiez tout à l'heure Nickel, c'est l'offre à l'utilisateur final, mais ça s'appuie sur toute une chaîne de valeur pour que les données soient sécurisées, elles soient stockées et elles soient bien protégées dans leur utilisation. Alors, vous parlez donc du consommateur final, on n'a pas du tout parlé du domaine des collectivités publiques. Est-ce qu'on est avancé dans ce domaine? Est-ce que les collectivités publiques, les mairies, commencent à en prendre conscience? Oui, les mairies en prennent conscience et aujourd'hui, ça se traduit par le domaine de la Smart City, que vous avez peut-être entendu parle de temps en temps. Parler, effectivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les collectivités sont obligées de se poser la question comment je vais exploiter mes ressources demain? Et sur Marseille, on est bien placé pour le savoir, il y a des quartiers entiers qu'on est obligé de raser et de reconstruire. Et bien, quand on va reconstruire ces quartiers, on va les construire avec l'intégration des nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'on va construire des bâtiments intelligents pour contrôler l'énergie. On va optimiser l'utilisation des parkings entre les parkings d'habitation et les parkings à usage de bureaux. Comment dans la journée on peut switcher entre ces usages. Et donc c'est autant de concepts qui sont mis en œuvre dans des pays favorisés pour pouvoir les dupliquer demain dans des pays émergents avec la responsabilité de ce qu'on consomme et de ce qu'on produit. Alors justement, pour faire tout ça, vous avez mis en place deux labels, le label Entreprise numérique responsable et le label Cloud. Bon, le label Cloud, encore, on comprend que c'est normal finalement, mais pour une entreprise du numérique, qu'est-ce que ça veut dire être entreprise numérique responsable? Quels sont vos critères pour donner ce label, puisqu'il y en a 40 qui ont été labellisés? Alors, sur le label Entreprise numérique responsable, on vient effectivement de revisiter les critères d'attribution, parce que ça repose sur plus d'une centaine de critères dans le domaine éthique, social et environnemental. Ça veut donc dire qu'on va poser des questions à l'entreprise sur sa démarche commerciale, sur son engagement vis-à-vis de ses collaborateurs, le bien-être en entreprise, mais également sur l'engagement vis-à-vis des clients, le taux de satisfaction de ses clients. On mène des enquêtes auprès des clients pour mesurer le taux de satisfaction. Et que fait l'entreprise pour respecter l'environnement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se poser la question de dire est-ce qu'elle a atteint le zéro papier? Tout passe sur le numérique. Est-ce qu'elle a mis en place un processus de recyclage de ses ordinateurs? Pourquoi? Parce que dans une entreprise numérique, on consomme très rapidement le numérique, l'objet, que ce soit un smartphone ou autre. Mais ça s'use très vite. Vous voulez dire que le matériel s'use très vite? Le matériel devient vite obsolète par rapport aux besoins de l'entreprise qui veut toujours plus de puissance, toujours plus de rapidité. Mais ce matériel qui est obsolète pour l'entreprise numérique ne l'est pas par rapport au grand public. À d'autres utilisations. Donc, on peut prendre ce matériel et le recycler au travers de réseaux éco-citoyens pour lui donner une seconde vie dans des milieux défavorisés ou auprès d'associations. Et donc, ce matériel, ce qu'il faut surtout, c'est s'assurer qu'on ne va pas le retrouver sur le trottoir ou dans des déchetteries demain matin. Donc, il y a une traçabilité qui est faite, qui est mise en place pour suivre le recyclage de ces matériels et l'usage de ces matériels en deuxième vie. Et donc, quelles étapes faut-il faire pour une entreprise pour avoir ce label? Alors, pour avoir ce label, c'est relativement simple. Il suffit d'aller sur le site de franceIT.fr et à la rubrique label, l'entreprise télécharge le dossier d'accréditation. Elle va répondre à plus d'une centaine de questions. Elle a pour ce faire l'accompagnement des réseaux justement qui sont sur chacune des régions où on les aide à remplir ce document. Et puis, elle va ce document va être audité par un jury d'experts qui va statuer s'il attribue ou pas en fonction de la note obtenue. Mais c'est surtout
un cercle vertueux qui s'inscrit dans la logique de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, une fois qu'elle a le label, c'est pas fini. Elle doit continuer de progresser, continuer d'améliorer ses circuits de qualité, et elle va évoluer dans cet esprit de responsabilité sociale et environnementale. Ce label, il est donné pour combien de temps? Il est donné pour 2 ans, et tous les 2 ans, il fait l'objet d'une réactualisation, d'une nouvelle enquête pour pérenniser la qualité de l'entreprise. On a bien compris donc que c'était pour finalement éduquer et obliger les entreprises et leurs salariés qui sont pas toujours les mêmes, parce que ça tourne quelquefois effectivement, donc pour éduquer les salariés à recycler le matériel qui n'est pas du tout obsolète et peut servir à d'autres publics. Au moins ça. C'est pas la seule, parce qu'il y a beaucoup je vous dis, il y a plus d'une centaine de critères, mais quand cette culture s'instaure au sein de l'entreprise, c'est tout le collectif qui en... un des aspects du label. Bien sûr. Merci beaucoup André Jeanneret. On revient tout de suite avec vous. On va faire une autre pause musicale. Je vous propose d'écouter Big Flo et Oli avec leur titre Plus tard. Et c'est une démarche payante? Oui, mais relativement faible. Et vous ne vous déplacez pas dans l'entreprise? Normalement, il n'y a pas besoin. S'il y avait des éléments particuliers à vouloir auditer, à ce moment-là, on peut se déplacer dans l'entreprise. Mais normalement, sur le dossier, comme sur le dossier qui est envoyé par l'entreprise et l'enquête qui est menée auprès des clients, on voit les résultats si l'entreprise nous a abusé ou pas, quoi. Et dès qu'on a une corrélation, ça matche rapidement. Et c'est pas bien de vérifier quand même? Enfin, je sais pas. Si, mais vous le vérifiez dans les questions que vous posez aux clients. L'entreprise, elle vous dit, voilà, mes logiciels, ils n'ont pas de bugs, ils sont ultra performants ou autre. Ben, en interrogeant les clients, le client tout de suite il va vous dire, parce que c'est une enquête téléphonique. Merci. Donc le client il va vous dire voilà l'usage que j'en fais. Est-ce que les collaborateurs ils viennent en train chez vous parce que vous habitez loin de l'entreprise, ou est-ce qu'ils sont venus avec leur entreprise, souci du CO2? Ah ben non, il est venu en train, je l'ai récupéré. Et donc vous voyez tout de suite si l'entreprise elle a le souci de son comportement. D'accord. Bon, après, on va parler du label Cloud, puis après, je vous passe la parole. Oui. Label Cloud. Moi, je ne sais pas ce que vous allez nous dire sur Cloud, mais ce qui fait peur aux entreprises, enfin, ce qui fait peur, non, mais ce que veulent les entreprises et les collectivités publiques, c'est s'assurer que les données restent en France. C'est ça. C'est ça le label? Ça fait partie. Ah bon? Et dans France IT, c'est toute la France finalement? Oui, c'est des réseaux en France. Quand vous regardez la France, la cartographie des 14 clusters, on couvre à peu près toutes les régions. Mais comment vous vous situez par rapport aux fédérations de type Syntec et tout ça? On est juste à côté, parce qu'en fait la fédération Syntec et Syntec Numérique, dont nous sommes membres également, portent d'autres actions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de partager le savoir-faire des différentes régions et d'échanger sur les bonnes pratiques de ce qui se fait dans les régions. Donc c'est une démarche qui est complémentaire. On n'est pas du tout concurrents. D'ailleurs, ça nous arrive de faire des opérations en commun. D'accord. Parce qu'il y en a tellement qu'on s'y perd. Hein. Non, mais c'est une très belle question. Vrai. Mais la vraie complémentarité, alors je ne parle pas spécialement du Syntec, mais les fédérations pro, c'est plutôt une démarche un peu descendante. C'est au niveau national qui dit au niveau territoire et qui voilà, est très réglementaire. Hein. Ah oui. Et nos démarches de cluster, c'est très bottom-up. C'est les entreprises ensemble qui se mettent à bosser ensemble et qui veulent faire des choses ensemble. Qui définissent ces thématiques prioritaires. Peut-être qu'on va pouvoir en reparler ou avec vous. Allez, on y va. C'est sûr, ça fait partie du quotidien. Barre de l'économie, c'était Big Flo et Oli, vous avez reconnu leur titre plus tard. Aujourd'hui, nous parlons responsabilité sociale des entreprises et nous avons parlé tout à l'heure aussi d'égalité des chances, comment permettre à chaque jeune de trouver sa voie avec Chantal Dardelet de l'ESSEC.
Et là, je suis en compagnie de Xavier Roy, directeur général de France Cluster, d'André Jeannereau, président de France IT et du cluster Made in Soft, et de Christophe Seyer, directeur de l'Eurocima. Alors, dernière question, André Jeannereau, vous avez développé aussi un label, le label Cloud. Alors, pourquoi faire, j'allais dire, à qui répond-il ce label? Pourquoi avoir besoin d'un label Cloud? Alors, le label Cloud répond à créer la confiance auprès des entreprises dans le traitement de leurs données, puisque toutes ces données sont pour la plupart stockées dans des centres de données qu'on appelle data centers. Et la question qu'on doit se poser, c'est où sont stockées ces données? C'est la question qu'effectivement que les clients se posent. Voilà. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir de très bons réseaux de communication avec des câbles qui desservent l'ensemble des continents et ces territoires. Et des territoires. Et ces câbles arrivent sur des grandes salles de traitement de données qui sont positionnées à Marseille, à Lyon, à Paris. Et ici, sur la région parisienne, vous en avez de nombreux. Et aujourd'hui, les entreprises veulent savoir où sont stockées leurs applications, où sont stockées leurs données. Le label Cloud... Donc la question est vraiment posée par les clients. Ah, oui. Il n'y a pas que les collectivités publiques qui se préoccupent de ça. Non, non, la question elle est surtout posée par les clients aujourd'hui, depuis la mise en place de la loi sur la réglementation des données qui est passée, qui est une loi européenne, RGPD, qui est passée au mois de mai l'année dernière. Et donc aujourd'hui, les entreprises, elles veulent absolument savoir où sont stockées leurs données. Elles n'acceptent plus de dire « Oh, bah, c'est dans le cloud, et puis je ne sais pas si c'est aux États-Unis, en Europe ou autre. » Non, non. Les clients, les Français veulent que ça reste en France. C'est ça que vous nous dites. Alors, les Français veulent que ça reste en France. Et puis, quand vous travaillez dans des domaines comme la gestion financière ou la gestion des ressources humaines, qui était la spécialité de Talentia, je peux vous garantir que là, on est très attaché à ce que les données soient sécurisées et stockées dans des data centers en France, des centres de données. Comment nous, le client, on peut s'assurer que c'est vraiment vrai, d'autant si on a affaire à une société étrangère? On fait comment? Alors, pour le savoir, effectivement, vous avez le droit d'accéder à l'information. Et ce droit, quand vous allez sur un site internet et que vous utilisez ce site internet, eh bien, vous avez une petite slide contact et surtout, tout en bas, la mention réglementaire, de voir où est située la société qui vous propose un service dans le domaine d'Internet. Et à partir de là, vous voyez tout de suite si cette société elle est positionnée en France ou si elle est positionnée à l'étranger. Et si elle est positionnée à l'étranger, vous avez la possibilité de leur poser la question de savoir où sont stockées vos données. Ils doivent vous répondre. Et donc, du coup, vous avez développé ce label Cloud. Expliquez-nous donc pourquoi faire et quels sont les critères pour obtenir ce label. Alors, ce label Cloud est un label très technique puisqu'on va distinguer 3 niveaux d'architecture dans le cloud. L'infrastructure, donc les matériels qui sont utilisés, comment ils sont utilisés, sécurisés. Ensuite, sur cette infrastructure, la façon dont sont gérées ces puissances mises à disposition. Donc ça, c'est les systèmes et les réseaux qui administrent le data center. Et ensuite, la partie SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire l'offre de service qui est posée par des logiciels sur ces infrastructures. Et à chaque strate, on est obligé de poser des questions pour s'assurer de la sécurité. Et la sécurité est devenue d'autant plus importante que l'an passé, au mois de juillet, vous avez eu des chaînes d'applications complètes qui ont été bloquées, arrêtées par des malveillants. Et donc, aujourd'hui, les gens ont pris conscience des risques sur les réseaux et des accès aux informations. Et donc, aujourd'hui, l'utilisateur, l'entreprise, ne veut plus courir ce risque. Quand vous êtes dans un magasin face à votre client et que vous ne pouvez pas facturer parce que le système informatique est bloqué derrière, je peux vous dire que ça a coûté très cher à de nombreuses enseignes. Donc aujourd'hui, pas question de prendre ces risques. On est obligé de s'appuyer sur des centres qui sont labellisés, sécurisés et dont on est sûr. Et c'est un gage de confiance. Donc finalement, si on voit le label cloud donc sur l'étiquette cloud sur une entreprise, on peut s'assurer, on peut avoir confiance et on peut être sûr que les données sont sécurisées et gardées en France. Tout à fait, c'est l'objectif du label. Juste une dernière question, puisque vous êtes également vous-même, vous êtes directeur de services informatiques chez Talentia Software. La blockchain, on en est où? Est-ce que on commence à développer des choses sécurisées sur cette base de données?
Oui, c'est une technologie émergente qui permet d'avoir encore plus confiance dans le document qui vous est communiqué. Et notamment dans le domaine journalistique, vous savez qu'il arrive parfois d'avoir des fausses nouvelles. Le fait de pouvoir savoir qui est à l'origine de cette information, comment cette information elle a pu être consolidée, validée, modifiée, et de refaire toute la traçabilité, c'est l'objet de la blockchain, c'est très important. Et c'est d'autant plus important dans le domaine fiscal et social qu'on doit produire des éléments dont on assure la qualité et la fiabilité. Oui, mais est-ce qu'en France, on commence à utiliser cette nouvelle technologie, comme vous dites? On en est au début. On n'en est qu'au début, ça reste encore dans les prémices. Merci beaucoup d'avoir répondu franchement à cette question, parce que c'est quand même une technologie intéressante à mon avis. Alors Christophe Seyer, vous êtes le directeur d'un autre cluster, Eurocima, spécialisé dans le sport, enfin dans le sport de glisse surtout, donc sur terre ou eau. Mais dites-nous pour vous quelle est la différence entre un pôle de compétitivité et un cluster? Alors la différence, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur le cluster, donc des acteurs qui ont des projets communs, des objectifs communs sur un territoire déterminé. Nous, en l'occurrence, on regroupe des entreprises de la filière glisse qu'on appelle Action Sport. Alors, j'aurais beaucoup d'anglicisme dans mes propos, désolé. Des entreprises justement de la filière glisse, activité aquatique, principalement en Nouvelle-Aquitaine, et je l'expliquerai un peu. Oui, c'est pour ça que vous êtes basé à Osgore. Exactement, basé à Osgore, le siège est à Osgore, sud des Landes, proche Pays Basque. Et on est cluster parce qu'on a la possibilité d'accompagner la promotion et le développement économique de nos adhérents, de nos entreprises, un peu plus de 200 adhérents, sur tout un tas de secteurs et thématiques allant de l'observation économique, de l'innovation, de la recherche et développement, du développement durable, des formations. Un pôle de compétitivité, c'est différent dans le sens que tout l'accompagnement, toute je dirais la promotion des projets des entreprises en fait passe à travers le prisme de l'innovation et de la R&D, stricto sensu. Voilà. Donc c'est la seule différence. Le spectre d'accompagnement est beaucoup plus large du côté des clusters. D'accord. Alors donc vous justement pour la filière sportive, donc c'est du genre surf, wakeboard, ski, kitesurf, enfin c'est tous les sports de glisse. On a dit. Vous avez 200 adhérents et vous êtes basé dans le Sud-Ouest. Vous avez créé aussi un label Eurocima. Pourquoi et pourquoi faire? Alors le label en fait en question est arrivé justement sur la demande de nos adhérents, la demande des entreprises. C'est tout l'intérêt en fait de notre cluster. Donc petit rappel, Eurocima, donc la fédération professionnelle regroupant les entreprises de la filière glisse en Europe. On a donc des adhérents donc un peu plus de 200 adhérents, mais dans 7 pays européens, et on a la chance d'avoir à peu près 80% des sièges sociaux de nos entreprises sur la côte basque-hollandaise, à Landau-Segor, Hendaye, donc sur une bande d'environ 50 km. Par exemple, Quicksilver, on sait qu'ils sont basés dans le Il y a des Sud-Ouest. grands acteurs internationaux, donc c'est pour ça qu'en fait on s'appelle Eurocima, European Surf Industry Manufacturers Association, parce qu'on a été créé en 99 par les 4-5 majors en fait, de notre filière d'activité, donc Quicksilver, Billabong, Ricoeur, les autres. Il y a une grande disparité dans la taille des entreprises. Ça va de très petits acteurs, des artisans shapers, fabricants de planches de surf, par exemple, de kayaks, de pirogues, qui sont souvent seuls dans leur atelier ou très peu. Il y a des startups, des entreprises émergentes, des startups du digital justement, des agences de conseil en communication, maisons d'édition, agences de prod audiovisuel. On a des distributeurs, des licenciés et des grands groupes dont je parlais, cotés en bourse. Et sur la spécificité du label... Oui, donc ça va de la TPE à la très grosse entreprise, c'est ça que vous voulez dire. Même du porteur de projet jusqu'à l'entreprise internationale. Et d'ailleurs, pour accompagner les startups et les entreprises émergentes, on a collaboré avec nos partenaires des collectivités territoriales pour l'ouverture d'une pépinière et un incubateur qui existe aujourd'hui à Anglette, à côté de Biarritz, et dont on a la co-animation pour le compte de la Chambre de commerce de Bayonne Pays Basque. Et en ce qui concerne le label EcoRide, c'est que très rapidement, je l'ai dit, on identifie les besoins et les attentes de nos adhérents et on y répond avec l'aide de nos partenaires des collectivités territoriales, souvent sur du cofinancement ou de l'aide aux compétences développement économique, l'accompagnement sur des aspects technologiques ou techniques avec les centres de formation, centres de transfert de technologie ou laboratoires de recherche.
Et très vite, en fait, a émergé, indépendamment de toutes les thématiques qui étaient prioritaires pour elle, c'est-à-dire le réseau, les services mutualisés, la formation, parce qu'on a les mêmes problématiques que d'autres filières d'activité, que ce soit l'aéronautique, le digital, recruter des talents, c'est difficile pour vous aussi ? C'est difficile, pour tout un tas de raisons, je pourrais y revenir. Mais donc on a mis en place un dispositif d'accompagnement pour nos entreprises afin de les aider de façon mutualisée dans ce domaine-là. Mais très vite, en fait, le domaine de la RSE, alors, au début, ce qu'on appelle le développement durable, c'est-à-dire l'impact environnemental, et nos entreprises toutes seules avaient du mal à savoir déjà où elles se situaient. Quelles étaient les manières de pouvoir progresser, et surtout comment donner de la visibilité à ce qu'elles faisaient sans être taxées de greenwashing. Et je dirais même que dans notre filière d'activité, c'est encore plus prégnant. Bien sûr. Parce que nos entreprises sont souvent, on leur demande plus que d'autres, parce que nos sports, c'est-à-dire la culture en fait qui est véhiculée par nos entreprises, nos sports se pratiquent dans des milieux naturels, que ce soit en fait en montagne, sur la partie outdoor, ou que ce soit à l'océan. Donc on est parti de ces besoins d'accompagnement des entreprises pour pouvoir en fait structurer une vraie démarche, une méthodologie et une démarche d'amélioration continue pour aider justement les entreprises à progresser. Parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille, elles ne partent pas toutes du même step, de la même étape, et par contre elles sont toutes en recherche de progrès. Alors, donc en responsabilité environnementale et sociétale pour les entreprises, que permet ou que valide le label EcoRide? Alors, le label EcoRide, on a essayé de partir tout au début de ce qui était le plus simple à mesurer. Donc c'était début 2007 quand on a véritablement démarré avec notre premier groupe d'entreprises. Et c'était le management environnemental. Donc quand on parle de management environnemental, on est sur de la mesure d'impact environnemental du siège et des salariés de l'entreprise, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'entreprise, d'une petite start-up jusqu'à un grand groupe comme Quicksilver, vous le citiez, qui est basé à Saint-Jean-de-Luz et qui a environ 700 salariés sur le site. Donc on a des mesures d'impact en termes de consommation d'énergie, de traitement des déchets, et on peut remonter comme ça jusqu'à l'impact des fournisseurs sur la chaîne de production, de distribution, d'acheminement des produits et de distribution au sein des réseaux de magasins. C'est très vaste. Donc il y a les mesures d'impact sur le management environnemental. Très vite, on est arrivé également sur l'éco-conception de produits. Nos entreprises, en fait, avaient des démarches très vertueuses dans ce sens-là, et elles ne savaient pas véritablement comment aller plus loin. Les mettre en valeur ou aller plus loin. Donc, quand les entreprises sont un petit peu démunies et recherchent des compétences ou des informations, généralement, elles viennent au sein de ce réseau d'entreprises, donc le cluster en l'occurrence, pour essayer d'avoir un élargissement des réseaux et de l'aide. Donc là, il y a eu l'éco-conception de produits. Et ensuite, on est arrivé sur la politique générale d'entreprise. Et bien évidemment, avec des associations qui peuvent aider ces entreprises à être plus performantes et à avoir plus d'impact en interne et vis-à-vis des consommateurs sur ces thématiques-là. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'éco-conception ? L'éco-conception, dans un premier temps, donc c'est de mettre à disposition du marché, je dirais, des produits plus vertueux, plus verts, plus responsables. Mais c'est surtout, lorsqu'on veut travailler sur le produit, c'est de pouvoir retracer toute la chaîne de valeur. On en parlait tout à l'heure en fait sur la partie numérique. Là, la chaîne de valeur, c'est aller du fournisseur. Souvent, nous, il y a une majorité des produits, notamment, on a 85% de chiffre d'affaires de nos entreprises qui est réalisé sur du textile et de la chaussure. Donc des articles souvent de mode, de sport. Ces produits-là sont majoritairement réalisés, fabriqués en Asie. Et ce qu'on veut pouvoir, nous en termes de traçabilité d'ailleurs, être sûr en fait que ces produits-là puissent être faits dans des conditions optimales et soient le moins impactant possible. Donc en fait, c'est retracer l'intégralité de la chaîne de valeur et être plus performant, pertinent sur tous ces domaines-là. Alors je suppose qu'il faut, si on veut le label EcoRide, il faut passer des étapes. Quelles sont-elles? Combien de temps ça dure? En combien de temps on obtient le label? Alors, dès la première année, l'idée c'est d'entrer dans la démarche. Mais ensuite, évidemment, c'est une démarche de progrès et on a 45 critères, c'est-à-dire en fait, on a des grandes thématiques avec des critères d'amélioration, avec un critère basique de prise de conscience, une autre évolution sur l'ensemble des critères
qui est les mesures d'amélioration qui ont été mises en place dans l'entreprise auprès des salariés de façon collective. Et un troisième critère qui là en fait est le critère optimal, c'est de quelle manière en fait on limite l'impact au maximum en réutilisant l'intégralité des produits par exemple. Donc on peut entrer dans la démarche à n'importe quel niveau. L'idée qu'on a eue nous à travers le label Ecoride également, c'est de faire en sorte que de montrer en fait que toutes les entreprises font des choses très intéressantes, quelle que soit leur taille. Et nous, au sein du cluster, on a la possibilité d'identifier des bonnes pratiques dans chacune des entreprises, que ce soit des TPE, des startups, des grands groupes, et de pouvoir les mettre en valeur là où généralement nos entreprises en fait ont un petit peu peur, sont un peu réservées, essayer de mettre en place un maximum de choses, alors justement pour réduire l'impact environnemental ou pour redonner plus de sens à ce qu'elles font et garder un engagement maximal des salariés ou des futurs talents à recruter. Et là, pour le coup, elles ont souvent un petit peu de mal à communiquer, justement pour ne pas forcément être taxées de greenwashing, ou alors qu'elles ne savent pas forcément comment le mettre en valeur. Nous, au sein de l'Eurocima, on s'est proposé de le faire, comme on a une vision un petit peu plus large, de le faire pour elles, en mettant en valeur justement des points d'ancrage clés, ce qui nous a semblé être les bonnes pratiques des entreprises de notre filière engagées dans la démarche Ecoride. Alors, est-ce que ça a développé d'autres politiques managériales, par exemple? Est-ce que ça a fait que les entreprises ont évolué vers des nouveautés qui n'étaient pas faites avant? Oui, bien sûr. Tout au début, je l'ai dit, on est parti vraiment sur l'impact environnemental, donc ce qu'on appelle le management environnemental. On est passé sur l'éco-conception de produits, donc on a donné un petit peu de consistance à ce label-là pour que le spectre audité soit plus large. Ensuite, on est passé sur la politique générale de l'entreprise, et à ce niveau-là, en fait, on a véritablement touché à l'aspect prioritaire, je dirais, de la RSE, qui est le social. Comment impliquer les salariés, comment justement mettre en valeur le sens et la responsabilité de l'entreprise dans son développement d'activité. Et ça, c'était pas initialement prévu, et c'est arrivé. Donc ça, on a commencé à nous demander tout un tas de choses complémentaires, notamment au sein de l'Observatoire économique. Avant, c'était des études de marché très spécifiques sur de la prospection commerciale, sur l'identification des attentes des consommateurs, mais au terme de produits ou dans les différents pays européens ou internationaux. Très vite, en fait, on a intégré au sein de nos études de marché, sur l'identification des besoins et des attentes des consommateurs européens, des thématiques autour de la RSE, justement, autour de ce qu'on appelle aujourd'hui le direct-to-consumer, c'est-à-dire l'identification des attentes et des besoins des entreprises et comment les entreprises vont pouvoir y répondre. Et ça nous a donné des axes de travail. Donc, on a travaillé, nous, au sein du cluster, par des workshops, donc des ateliers spécifiques avec des chefs d'entreprise, par du tutorat. Des chefs d'entreprise expérimentés sur ces thématiques-là ont pu accompagner des startups sur la réponse en fait aux attentes et aux besoins des consommateurs par le produit, par la distribution, par le management. Et on a évidemment tout un tas de thématiques de formation mutualisées qui permettent vraiment il y a une thématique chapeau qui est clé, qui est le bien-être en entreprise et l'engagement des salariés. Et ça, c'est une demande qui arrive en numéro 1. C'est une demande qui arrive en numéro 1 aujourd'hui, parce que surtout dans notre filière d'activité, je dirais, qui est le sport, qui est le domaine de la glisse, avec cette relation à l'environnement, le rapport avec la nature. Nos salariés, on n'est pas une filière comme les autres et ne veulent pas être dans des entreprises comme les autres, clairement. Et donc, nous demandent, les directeurs de ressources humaines, les directeurs d'entreprise nous disent qu'il faut absolument qu'on puisse garder la dynamique de cette double culture, je dirais, à la fois les compétences et les passions au sein de nos entreprises. Et ça passe par des formations et des mises à disposition de bien-être. Alors, quelle est la tendance, la demande des clients, par contre, alors à l'autre bout de la chaîne? Qu'est-ce que vous voyez Alors, on a eu justement les restitutions de nos dernières études de marché, donc il y a pas très longtemps, avec notre commission des dirigeants d'entreprise et des responsables marketing. Et c'est vrai que c'est une tendance de fond, cette demande de
de sens, de traçabilité du produit, d'éco-conception au maximum de produits. Et je dirais que les consommateurs scrutent aujourd'hui de plus en plus les actions qui sont mises en place par leur marque favorite ou par leur... Et ça détermine l'achat aujourd'hui. Ce qu'on n'avait pas il y a par exemple 4-5 ans, où les consommateurs étaient à la recherche du bon plan, étaient à la recherche donc du bon prix, parfois de la proximité. Donc évidemment, toutes nos entreprises étaient allées sur des réseaux de distribution avec des magasins en propre, pas seulement dans les plus grandes villes, mais en fait, il y a une proximité pour aller toucher les produits autres. Aujourd'hui, on a avec la vente en ligne, ça a complètement changé. C'est vrai, mais il y a malgré la vente en ligne, il y a une demande de transparence et de communication sur la fabrication des produits et les actions surtout qui sont mises en place par les entreprises. Et tout ça, donc, c'est inclus dans le label EcoRide. Ça garantit tous ces respects. Je rejoins ce qu'a dit Xavier tout à l'heure. On pourrait en fait remettre des nouveaux critères en fait EcoRide tous les 3 mois parce qu'on a des nouvelles demandes systématiques. Combien de temps il faut pour obtenir le label EcoRide? Alors, c'est l'intégration dans la démarche. Vous allez sur le site de l'Eurocima, vous avez en fait un onglet EcoRide. Vous avez les éléments clés de la démarche, les critères d'évaluation qui sont disponibles. Vous pouvez en 30 minutes faire une auto-évaluation, quelle que soit la taille de l'entreprise, une auto-évaluation en fait très simplifiée en ligne, et ensuite demander, si vous le souhaitez, l'intégration, je dirais, officielle dans la démarche. Et là, vous bénéficiez d'un accompagnement d'un prestataire spécifique avec qui on travaille, qui s'appelle l'agence R, Agence Innovation Responsable. Et il y a une personne clé chez nous à l'Eurocima qui contacte l'entreprise et qui l'accompagne sur la prise en compte justement de ces critères-là. Voilà, Eurocima, je rappelle que vous êtes le cluster de la filière de la glisse pour tous les métiers, que ce soit de la fabrication de la chaussure aux équipements, disons, de type planche ou aux équipements matériels, et que vous regroupez donc finalement des entreprises à l'international aussi bien qu'en France, même si vous êtes basé à Hossegor. Oui, alors, je le disais, 80% des sièges sociaux de nos entreprises sont basés entre Hossegor et Hendaye, ce qui représente sur le sud de Nouvelle-Aquitaine environ 4000 emplois directs et 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Merci en tout cas à vous trois d'avoir été présents sur IDFM au bar de l'économie ce matin, parce que vous venez effectivement d'Hossegor, vous, Monsieur Janero, de Marseille, et vous, Xavier Roy, de Lyon. Donc aujourd'hui, on a fait un joli panel, on a fait un petit tour de France vers le sud, de tous les suds justement, mais vous nous apportez le soleil. Et je rappelle les 2 labels très importants, le label Entreprise numérique responsable, puisqu'aujourd'hui notre thème c'était la responsabilité sociale des entreprises, et puis le label qu'on connaissait déjà, EcoRide, qui est un label plus grand public, on va dire, et qui garantit. Xavier Roy, 1 minute pour conclure. Alors pour conclure, c'est surtout une invitation. Le 12 et le 13 septembre prochain, on organise un grand événement où on va réunir l'ensemble de cette communauté de clusters qui viendront notamment parler d'impact sociétal, de leur démarche collaborative. Et donc, pour le coup, c'est aussi une invitation à Paris. Ça se passera Alors, ça se passe où? Là, j'allais dire, on va rappeler les dates et le lieu. Ouais, 12 et 13 septembre prochain à Paris. On se réunira notamment à l'Hôtel de l'Industrie qui se situe place Saint-Germain-des-Prés. Et puis aussi dans les locaux du service du Premier ministre, avenue de Ségur. Donc, on aura l'occasion en tout cas de diffuser largement cette information. Voilà, vous reviendrez nous en parler dès que tout sera bien calé. Merci beaucoup à vous 3, à vous 4 pour votre présence en studio ce matin. Moi, je vais vous souhaiter une très belle journée. Et bien sûr, je vous retrouve dès demain. Dès demain, on change de sujet. On va partir dans l'ameublement avec la filière et la Fédération de l'ameublement et un artisan d'art. Merci.